Que font, par exemple, les grands groupes ou même que font les entrepreneurs grâce à ces registres distribués. Donc, un des premiers cas d'usage, c'est Bitcoin, hein, donc c'est les échanges de valeurs. Mais quels sont les cas d'usage à explorer Marilyn, je serais heureux d'avoir votre vision. Alors, le plus beau cas d'usage aujourd'hui, pour moi, c'est Bitcoin. Ah, voilà. Merci. Le plus beau demain, il reste à inventer. J'ai beaucoup aimé, Aldis, ce que tu as dit sur on a un monde à réinventer. On est vraiment là avec la blockchain. Par rapport aux projets sur lesquels j'ai pu travailler, je trouve qu'il y a eu une évolution. Tout ceci remonte à peu de temps. On parle de 2-3 ans d'expérience. Un expert blockchain, aujourd'hui, il n'a pas plus. Si vous en trouvez un qui a 10 ans d'expérience, c'est un faux. Les startups, au début, travaillaient uniquement par elles-mêmes, on va dire. Et puis, dans les grands groupes, ils avaient besoin d'être formés à peu près à tous les niveaux, où il y avait des cas d'usage un petit peu frileux qui étaient, ce processus-là, je pense que je peux mettre une blockchain, je vais le dépoussiérer un petit peu. C'était par petites touches. Aujourd'hui, on est davantage sollicité pour des ateliers d'idéation pour aider nos clients à trouver les idées, voire même, plus récemment, là, en septembre, un client qui nous a appelé et qui a une idée de génie. Voilà. Donc aujourd'hui, même les clients ont des idées tout seuls. Vous ne la révélez pas, cette idée? Non, même sous la torture. Je ne la révélerai pas. C'est-à-dire que ça ouvre un monde des possibles incroyable. C'est un monde à réinventer, comme tu disais. C'est partir d'une page blanche, en fait. Puis ça laisse la possibilité au cerveau de se projeter même au-delà de l'industrie à laquelle on appartient. Et on le voit aujourd'hui avec des coopérations inter-industries comme Comgo, qui est une plateforme pour les commodity trading, qui vient de sortir la mi-septembre, où se sont mis autour de la table à la fois des banquiers, des spécialistes du trading, des industries de l'énergie, pour proposer des produits de trading de commodities basés sur la blockchain. Et ça, il y a quelques années, cette coopération déjà entre plusieurs banques, moi je l'avais jamais vue, et entre plusieurs secteurs d'industrie non plus. Donc les cas d'usage de demain, probablement ce sera des trucs auxquels, qui sont en arrière-plan dans les cerveaux et qui vont émerger à un moment donné. Après, dans des réalisations intermédiaires, pour le secteur bancaire, il y a BNP Paribas qui a fait sa trésorerie interne sur la blockchain, il y a Natixis qui a sorti une plateforme pour relier les clients et les fournisseurs en évitant les intermédiaires. Donc ça, c'est un vrai point dans la blockchain. Ça peut repimper un processus, ça peut aussi supprimer des intermédiaires et donc réduire les coûts. Je pense que le sujet de la réduction des coûts, vous en avez entendu parler. Les sujets de traçabilité, une fois sur deux, le use case, et alors là, on est peut-être un peu plus dans le secteur industriel, mais une fois sur deux, le use case tourne autour de la traçabilité des pièces détachées et autres. À ce propos, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de preuves de concept. Est-ce qu'on arrive à dépasser le stade de la preuve de concept pour aller vers l'expérimentation, voire l'implémentation, peut-être à petite échelle ou pas? De ce que j'ai observé, j'ai entendu beaucoup de communiqués, et donc il y a très probablement beaucoup de sujets qui sont explorés. Est-ce qu'il y en a qui aboutissent réellement ou pas? Est-ce qu'on n'a pas assez de recul? On a du recul? Est-ce qu'il y a un retour? Alors la blockchain est clairement sortie des labos. Ça c'est sûr. Ensuite, alors il y en a encore plein qui font des POC, et d'ailleurs il y a une étude de Deloitte qui disait que dans un an, à horizon d'un an, 2/3 des grosses entreprises, alors dans le sens plus de 500 millions de chiffre d'affaires, auraient investi plus d'1 million d'euros sur des projets blockchain. Donc il y en a encore plein qui ne se sont pas lancés, qui vont se lancer. Donc eux évidemment ils vont commencer par des POC, mais il y a... Alors après, il y a un taux de casse entre le POC, le pilote et la mise en production, ça c'est certain. Ce qui est compliqué au moment du passage au pilote, c'est ça sort du labo, donc il faut le montrer. Donc son ugly baby, il faut le montrer, voilà. Et comme
Comme face à un Ugly Baby, il y en a qui ont le courage de le montrer et d'autres pas. Et il y en a qui l'avaient trop caché, donc qui n'ont pas suffisamment abordé d'autres directions et qui du coup se prennent des murs. Pas forcément parce que le bébé est si moche, mais parce que la direction de l'informatique, par exemple, n'a pas été suffisamment associée au démarrage. Et l'ego du directeur informatique, pardon s'il y en a dans la salle, hein, ça marche avec la direction de la conformité, avec n'importe qui, se réveille. J'ai pas été associé à ce projet innovant, donc je mets mon veto et il ne verra jamais le jour. Voilà. D'où la nécessité d'onboarder un maximum de personnes dès le démarrage. Ça reprend la problématique de l'entourage, de la coordination, de l'anticipation, la communication. C'est un sport d'équipe. C'est pour ça que j'aime bien ce thème de mêlée numérique. La blockchain, c'est un sport d'équipe. Alors là, j'ai peut-être. Il faut quelqu'un à tous les postes. J'aurais peut-être une question qui est pragmatique, mais du coup, quels sont les coûts pour transformer, on va dire, un système d'information, ou alors ne serait-ce que pour faire une levée de fonds? Est-ce qu'il y a l'accompagnement, c'est quand même, je suppose que s'approprier cette technologie-là pour des grands groupes, c'est coûteux. Parce que l'objectif est de réduire les coûts, mais je suppose qu'il y en a à l'origine. Question compliquée. C'est une question compliquée parce que ça dépend aussi du choix de la technologie, du nombre d'acteurs, etc. Mais de toute façon, les premières phases de cadrage sont là aussi pour estimer le budget. Le retour sur l'investissement est très souvent est très important. Alors, j'ai peut-être plus le chiffre en tête, mais c'est Santander qui estimait que de mettre la blockchain dans son back-office allait lui faire économiser, je crois que c'est 20 millions d'euros. Justine, tu me confirmes? Voilà. Donc, face à un projet qui coûterait 1-2 millions d'euros, c'est quand même pas assez raisonnable. Et on a également accompagné des startups dans leur projet. Et une start-up au début, elle n'a pas beaucoup de sous. Donc évidemment, les cabinets de conseil font des efforts quand ils croient vraiment au projet, voire les incubent, etc. Mais ça reste parfaitement abordable. Si c'est faisable par une start-up, c'est faisable par un groupe du CAC. Ça rejoint ma question suivante, qui serait justement les cas d'usage plus start-up. En fait, comment ils emploient. Est-ce que vous avez des exemples, des illustrations, des succès ou des échecs, en fait, des choses à éviter dans l'utilisation de technologies blockchain? Donc, je pensais à Pierre. Alors, nous, on n'est pas forcément une start-up, mais vous travaillez avec... On travaille avec des start-up. D'ailleurs, il y en a deux, je pense, qui ont présenté leur projet hier. Une sur, alors je ne sais pas si Akibou est par là, je l'ai vu tout à l'heure, sur l'utilisation de la start-up. Il y a là, sur le RGPD, donc il y a ce sujet-là, il y a la signature électronique. Nous, chez Exco, on pense que le sujet le plus intéressant pour nous, pour notre métier dans la blockchain, c'est la transaction. Donc c'est le smart contract. Et le premier sujet que l'on a traité, c'est la facture. On a développé une plateforme pour permettre aux entreprises d'échanger leurs factures, ce qui permet de pouvoir être plus lean, plus écolo, plus efficace en matière de transmission, d'intégration dans les systèmes d'information, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit français, et notamment la fiscalité, prévoit 3 types de factures électroniques. Malgré tout ce que vous faites tous, c'est-à-dire d'envoyer des factures en PDF par email. Ça, c'est pas de la facture électronique. C'est l'EDI, le PDF signé et une facture envoyée n'importe comment, par courrier ou par mail, mais qui a une piste d'audit. Nous avons voulu expérimenter une 3e voie qui serait adossée sur la blockchain. Donc on a voulu utiliser un système qui s'appelle d'expérimentation vis-à-vis des services de l'État pour expérimenter à titre provisoire le fait qu'il y aurait une 4e voie dans la facture électronique qui serait une facture sur la blockchain. Alors pour l'instant, on n'a pas eu d'écho positif, donc on n'a pas pu encore expérimenter ça. Donc pour l'instant, notre plateforme, elle est simplement basée sur une piste d'audit qui est en fait un process et un workflow numérique, mais on ne désespère pas de pouvoir faire évoluer la réglementation en faisant entrer peut-être la blockchain et la facture sur blockchain. Donc ça, c'est un premier sujet d'expérimentation. Le deuxième, c'est pour revenir à la loi Pacte. La loi Pacte prévoit qu'en fait, les entreprises de moins de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires pourront se passer d'un commissaire aux comptes. Donc, ce qui peut entraîner pour un certain nombre de PME, et c'est très bien, le fait de ne pas avoir de compte certifié.
Pour cela, on pense qu'il peut y avoir des réponses différentes, c'est des certifications normées, mais peut-être aussi dans le cadre d'une blockchain de consortium, comme le font les banques. Les banques, elles créent des consortiums pour différentes applications sur la blockchain. Différents acteurs de notre profession pourraient créer un consortium sur la base de process sur la blockchain qui permettrait de pouvoir normer et sécuriser des process, de telle sorte qu'une PME qui pourrait se prévaloir d'utiliser tel ou tel process normé de ce consortium pourrait appréhender et communiquer de manière assez sécurisée des informations financières la concernant. Donc du coup, ça pourrait venir, si vous voulez, pourvoir le vide que va créer la non-certification des comptes dans le cadre de l'évolution des critères. Donc voilà, il y a différentes choses qui peuvent évoluer. Bon, aussi on parle donc de smart contract, et c'est vrai qu'il y a eu une réforme du droit des contrats il y a 2 ans. Bon, on aurait pu penser que l'évolution de cette loi aurait pu faire rentrer un peu plus les smart contracts dans le droit des contrats français. Donc il y a différentes choses. Alors je ne suis pas non plus un légaliste pur. C'est vrai qu'en France, on a ce code Napoléon qui nous suit, mais il y a peut-être quelque chose à sécuriser plutôt qu'à normer ou à légaliser. Mais il faut aussi libérer et permettre aux entreprises d'évoluer dans cet environnement. Merci. Vas-y, tu veux réagir ? Oui, je vais d'abord réagir très rapidement à ce que disait Marilyn tout à l'heure. Au-delà, je pense, de l'aspect pilote, POC, de ces étapes-là, il y a aussi une autre étape qui, je pense, est importante, c'est celle de l'étape marketing, jeu et audace. Et là, pour l'instant, dans les entreprises, on est plutôt soit dans le jeu, soit dans le marketing. Il y a quelques entreprises et grands comptes qui vont un peu dans le secteur de l'audace. Et je vais préciser ce que j'entends dans l'audace. C'est que souvent, ce qu'on a vu dans les grands comptes, c'est dans un premier temps ne voir que les blockchains privées, essayer de s'approcher le moins possible de toute blockchain ou protocole qui aurait un token, essayer de ne pas prendre de risques du tout finalement, et de pas énormément réinventer leur métier, si ce n'est réduire un peu des coûts ou adopter une nouvelle infrastructure qui peut leur donner de l'exposition. Donc ça, c'est ce qu'on a vu notamment depuis 2015 énormément. Puis après, il y en a qui sont allés un peu plus loin, qui jouent, donc qui font des POC un peu plus complexes, un peu plus ambitieux, mais sans pour autant vouloir les intégrer rapidement à leurs infras, ou sans pour autant vouloir changer leur business, etc. Et après, il y a ceux qui vont encore un peu plus loin. Et là, il y en a vraiment pas beaucoup. Moi, en tête, j'en ai qu'une entreprise, je crois que c'est AXA, qui a vraiment un smart contract qui tourne sur Ethereum pour garantir les retards de vol, une espèce d'assurance qui marche avec Ethereum. Fidji. Voilà. Et donc là, on a un vrai cas, mais on n'en a pas tant que ça. C'était juste pour faire une petite aparté, dans le sens où je pense que le blocage, presque, il est parfois plus psychologique que technique ou de formation, même si il manque encore de gens formés sur le sujet. Il y a vraiment un blocage psychologique dans le fait de se dire, je saute dans ce paradigme ou pas. C'est-à-dire, est-ce que je me permets, en tant qu'entreprise cotée, d'avoir quelque chose qui tourne, sur lequel je n'ai pas forcément le contrôle, ou j'ai un contrôle réduit sur quelque chose qui est encore expérimental. Tout le monde dans l'écosystème le répète, c'est encore des technos expérimentales. Il faut les prendre telles quelles. Même si on peut faire des choses dessus qui valent des millions, voire des milliards d'euros, ça reste des technologies expérimentales. Et pour rapidement dire les possibles secteurs dans lesquels on peut aller au cas d'usage, je dirais qu'il y a surtout 3 manières de faire. C'est essayer d'inventer un nouveau protocole, où là c'est plus de l'R&D finalement, c'est ce que vont faire Tezos, c'est ce qu'on fait Ethereum, c'est ce que font iOS. Donc là c'est vraiment réinventer une technologie, un réseau, essayer de convaincre pour de multiples usages. Ça va être agnostique et ça va avoir la particularité généralement d'être autofinancé et d'être autonome. Donc là ça va toucher tous les usages possibles, c'est juste l'infrastructure qui va être différente. Et après, il va y avoir des projets soit poussés par des entreprises, où ils vont essayer de l'intégrer à leurs entreprises, et là où il y a traçabilité, énergie, il y a énormément de secteurs. Et il y a du coup peut-être ce nouveau secteur qui va émerger, qui est plus du côté des titres financiers, même si ça fait 5 ans qu'on se penche dessus, où il y a pas mal de gens qui se penchent sur le sujet vraiment des aspects financiers des protocoles à blockchain. On va sûrement voir débarquer de nouveaux business qui vont en fait s'appuyer sur la capacité de financement qu'offrent ces protocoles pour peut-être innover plus facilement, parce que c'est un des secteurs où finalement on peut lever 230 millions qui se transforment en 1 milliard, ou on peut lever 1 milliard qui se transforme en 4 milliards.
pour de la R&D sans aucune garantie pour l'investisseur. Donc il y a une aversion risque faible, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et qui n'ont pas peur de le remettre au pot pour essayer de gagner plus. En tout cas, il y a vraiment une logique de circulation des capitaux, une logique de circulation financière et qui fait qu'on peut se permettre d'innover dans des chemins qui peuvent être parfois vraiment très curieux. Et donc il y a vraiment une nouvelle source d'innovation au-delà même des blockchains et des protocoles à blockchain. On peut dire peut-être qu'on aura des projets de ferme verticale ou d'autres secteurs d'innovation financés grâce à cet écosystème. Donc de toute évidence, le génie humain est très vaste et donc les cas d'usage à venir sont nombreux. C'est comme essayer de prévoir l'avènement de Google, Amazon ou des années avant. Mais donc tu soulevais en fait un certain prisme, on va dire idéologique parfois. Donc si je devrais le traduire dans le milieu blockchain c'est un terme qui est finalement assez générique, assez vaste. Et donc il y a plusieurs familles. Il y a les blockchains ouvertes, il y a les blockchains privées. Et ma question c'est est-ce que il y a une technologie ou des technologies supérieures à d'autres, des technologies plus adaptées à certains cas d'usage? Je sais qu'il y a différentes écoles de pensée. Bon, moi-même je suis un grand partisan des blockchains ouvertes, mais j'ai l'impression que dans les grands groupes ou dans l'industrie, c'est souvent des blockchains en fait privés qui sont étudiés. Donc l'ogre c'est Hyperledger, c'est IBM. Je serais curieux d'avoir un petit retour sur les explorations qui sont faites, les avis. Donc je connais ton avis, Adli, même si tu veux déclamer ton amour pour Bitcoin, hein, je t'offre cette tribune. Mais... Non, après il y a ce que je disais un peu tout à l'heure avec le jeu et le fait de l'audace, c'est que avec une blockchain privée, on réinvente assez peu de choses finalement. On remet au goût de jour quelque chose qui vit depuis déjà 20 ans, qui sont des bases de données distribuées. Peut-être on le simplifie, on le rend plus efficace, etc. Mais on réinvente rien. Tandis qu'avec les protocoles ouverts qui sont finalement une des capacités premières qu'ils ont, c'est à être autonome. C'est ça leur force. Mais plus spécifiquement, toi, ce serait quoi? Ce serait Bitcoin? Moi, personnellement, je pense que on peut avoir peut-être plusieurs protocoles qui vont survivre et s'articuler. Il va falloir qu'ils communiquent entre eux parce que c'est absolument absurde. Là, on est dans une situation où quand on possède des tokens, c'est comme si vous aviez une adresse chez Gmail, mais que vous ne pouviez pas envoyer d'adresse chez Hotmail. Parce que vous allez avoir deux prestataires différents, enfin deux protocoles qui ne communiquent pas entre eux. La force du web, ça a été d'avoir un protocole, enfin plusieurs protocoles qui fonctionnent entre eux, mais en tout cas, quel que soit votre ordinateur, quel que soit votre navigateur, vous pouvez surfer sur le web. Et vous pouvez accéder à Internet. Et ça, c'est la force des protocoles, c'est de normaliser un usage commun. Et on a un protocole qui est ouvert, qui est évolutif, qui est adaptatif et qui, théoriquement, ne peut être que le meilleur protocole possible parce que tous les intérêts convergent à ce que ce protocole marche bien. Vu que tout le monde a intérêt à ce que Bitcoin marche bien et ce que Bitcoin prenne de la valeur et que la confiance dans Bitcoin augmente. Donc on a un cercle vertueux. Qui fait qu'on est tous guidés vers essayer de faire la meilleure chose possible. On pourrait presque reprendre la formule de Leibniz, le meilleur des mondes possibles. Finalement, Bitcoin, pour moi, c'est la meilleure des cryptos possibles, mais en termes logiques, même pas en termes idéologiques. Il y a vraiment un aspect où, comme on a un protocole évolutif qui répond à un consensus de milliers de personnes qui ont un but commun et une espèce de convergence des luttes, une convergence des intérêts qui se forment, il n'y a aucun intérêt à ce que Bitcoin soit moins fort ou ne reprenne pas une innovation qui serait intéressante par ailleurs. Donc je pense qu'on aura tôt ou tard la fin de cette balkanisation des protocoles, ou en tout cas une communication entre eux, avec soit Bitcoin en tant que socle, soit Bitcoin en tant que pilier. En tout cas, on peut aussi, Bitcoin peut très bien disparaître au profit d'un autre protocole pour une raison ou une autre. Mais en tout cas, c'est assez pour moi, il y a assez peu de chances qu'on reste avec des milliers de protocoles, alors que finalement, la force d'un protocole, c'est de pouvoir normaliser et c'est de pouvoir tous s'en servir. C'est des choses qui sont universelles et qui gagnent à être universelles. Merci Adli. Donc nous l'aurons compris, tu es quand même un grand défenseur de Bitcoin.
En écho de ton node à Bitcoin, j'aimerais entendre peut-être une réponse vis-à-vis des blockchains privées. Et je me posais la question, donc vous disiez que vous aviez un client qui avait trouvé une idée géniale, donc loin de moi l'idée la volonté de partager cette idée en public, mais peut-être sur quelle technologie se repose-t-elle? Est-ce qu'il y a une technologie particulière? Est-ce que ça peut se communiquer ou pas? Est-ce que c'est blockchain ouverte, blockchain privée? Et si c'est blockchain privé, justement, quels seraient les avantages de ces solutions, en fait, IBM, face aux solutions plus ouvertes, qui sont souvent écartées, je trouve, dans les grands groupes? Et je ne sais pas tellement pour quelles raisons. Donc. Alors là, je ne me draperai pas dans un voile de confidentialité, c'est juste que c'est encore trop tôt, et l'analyse de quelle blockchain, quelle techno n'a pas du tout été faite. Donc on n'en est pas à l'implémentation. Ah non, l'idée, enfin, on est rapide chez SIA Partners, mais quand même, c'est trop frais. En revanche, par rapport à la question publique ou privée, pour moi, la blockchain privée est à la blockchain publique ce que l'intranet est à l'internet. Les boîtes elles ont eu peur de faire tout de suite de l'intranet. Oh mon Dieu, je vais communiquer mes données, donc elles se sont lancées elles ont eu peur de faire de l'internet, donc elles ont fait de l'intranet. Pour s'entraîner. Donc pour s'entraîner, c'est bien. Mais en fait, ça sert à rien si tu as un intranet. Enfin, c'est sympa, mais ça ne rapporte pas de business. Voilà. Bon, ben, c'est pareil selon moi, entre public et privé. Voilà. Ah, Michel. Merci. Alors, moi, de mon côté, je dirais que même si moi j'ai une attention toute particulière pour Bitcoin, néanmoins, dans mon activité en tant qu'avocat, je reste neutre. Parce qu'il y a aussi en droit ce principe de neutralité. Et c'est aussi un principe de neutralité qu'on retrouve justement dans les ordonnances, parce que dans les ordonnances, ils ne vont pas privilégier tel ou tel type de blockchain. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Alors moi, ce que je peux vous dire, ce que j'ai vu par rapport à des clients, voilà, c'est que plutôt les gros comptes, les gros clients, pourquoi ils vont naturellement vers des blockchains déjà plus privées ou des blockchains type Hyperledger, c'est parce que elles sont soutenues par des gros groupes aussi. Et donc pour un gros groupe, c'est toujours rassurant de contracter aussi avec un gros groupe, tout simplement. Parce qu'un gros groupe contracté avec une petite start-up pour un domaine aussi délicat, il peut avoir des craintes. Ce qu'on peut complètement comprendre d'un point de vue humain, celui qui va signer, il aura des comptes à rendre et on va lui demander, mais tiens, pourquoi tu as contracté avec cette petite start-up et pourquoi pas avec cet autre grand groupe qui assure toute la sécurité financière. Donc il y a ce côté-là qui existe. À côté de ça, moi, dans ce que j'ai vu, en dehors, dans le cadre par exemple de la normalisation au niveau de l'ISO, le comité, le TC307, donc, qui est le comité qui s'occupe de la normalisation au niveau de l'ISO du thème de la blockchain, en réalité, c'est la blockchain et les protocoles de registre distribués. Puisque souvent, il y a des gens qui vont vous vendre de la blockchain. En réalité, c'est pas de la blockchain, c'est un protocole de registre distribué qui existe depuis un certain nombre d'années, mais qui ont été remis au goût du jour parce que c'est utile et ils n'ont pas forcément besoin de blockchain, mais ils peuvent utiliser un protocole de registre distribué. Au sein de l'ISO, il y a eu des discussions parce qu'on considérait en gros que d'abord, à la base, c'est les protocoles de registre distribué et que les blockchains, c'est un type très particulier de protocole de registre distribué. Donc, il y a eu des discussions pour savoir est-ce qu'on n'appelle pas tout simplement, au lieu de blockchain, qu'on n'utilise pas le terme plus général de protocole de registre distribué. Et un certain nombre de personnes, dont moi, on s'est opposé à ça parce qu'effectivement, je pense que c'est important de laisser à la blockchain sa spécificité. Et aussi, les termes, la sémantique est aussi extrêmement importante parce que pour l'instant, le terme blockchain n'est pas défini légalement. Et c'est vrai que n'importe qui peut dire qu'il fait de la blockchain alors que c'est pas de la blockchain. Et c'est important finalement de savoir ce dont on parle. C'est pour ça, moi, à chaque fois qu'on parle de blockchain, je demande, mais vous parlez de quelle blockchain? Je ne demande même pas si c'est une blockchain publique ou une blockchain privée, mais je demande sur quel protocole elle se base. Parce que n'importe qui peut faire une blockchain. Moi, je peux faire une blockchain avec 2-3 amis, on peut créer une blockchain. Mais c'est pas parce que moi j'ai créé une blockchain qu'elle sera aussi sécurisée. Et ça pose aussi la question, à partir de quel moment une blockchain est vraiment efficace et sécurisée. Voilà.
C'est une très bonne question. Et donc, qui rejoint une autre question, c'est par exemple, qui sont les acteurs de ces blockchains? Donc, on a parlé de la réglementation, des porteurs de projets, mais en fait, au niveau de l'infrastructure, les acteurs d'une blockchain sont les mineurs. Alors après, sur d'autres blockchains, il y a des nœuds, des serveurs, etc. Mais, et pour rejoindre en fait la volonté d'être un champion de la technologie blockchain, c'est sans doute difficile sans faire une place aux mineurs qui finalement sont la cheville ouvrière des blockchains. Et donc je me demandais quelle était en France la place des acteurs des mineurs, et si on a une proposition à leur faire, ne serait-ce que réglementaire, pour les accompagner, enfin quelle serait une façon de développer en fait l'écosystème des mineurs, qui est une façon d'occuper une place prépondérante dans cette technologie. Alors, moi, de mon côté, effectivement, j'ai une position très arrêtée. C'est que je considère qu'en France, on parle énormément de blockchain, mais on ne parle pas des mineurs. Or, il y a un gros problème, c'est que tous les mineurs... Il y a un gros problème, c'est qu'on avait un certain nombre de mineurs en France et actuellement ils sont tous en train de partir. Et je trouve personnellement que c'est une catastrophe parce qu'effectivement on parle beaucoup du minage. Quand on parle du minage, on voit que les aspects consommation d'énergie. Mais sauf qu'il faut savoir que cette consommation d'énergie, elle est voulue par le protocole et je trouve que vous l'avez extrêmement bien expliqué dans votre rapport, parce que ça sécurise. Et en même temps, à l'heure actuelle, comme l'a dit Adli, c'est une technologie qui est nouvelle, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de consommation, mais à l'heure actuelle, il y a des projets où on utilise la consommation des mineurs, par exemple, pour chauffer des hôpitaux ou pour cultiver des produits de l'agriculture, etc. Donc, il y a une évolution. Mais par contre, le grand risque que moi, je considère, c'est que si en France, on n'a plus de mineurs, le mineur, c'est celui qui va sélectionner les transactions. C'est celui qui va gérer le système et faire aussi fonctionner et sécuriser le système. Et surtout, le mineur, on oublie, mais c'est la question de gouvernance. Je veux dire, comment la France va être un pays hyper attractif en parlant que de blockchain si tous ceux qui font fonctionner la blockchain se trouvent à l'étranger. En plus, avec le règlement général sur la protection des données, le RGPD, justement, il y a des règles de sécurité. Et c'est vrai que si on a des mineurs en France, eh ben, on peut signer des contrats avec certains mineurs. Il y a des blockchains privés qui signent des contrats pour développer tel ou tel type de blockchain. Mais s'ils sont tous à l'étranger, comment vous pouvez assurer la sécurité sur tout le transfert des données si tous vos mineurs sont en Russie, par exemple, ou en Chine, ou au Canada, c'est moins pire, mais voilà. Donc et je trouve qu'effectivement, on n'en parle pas assez. On ne se rend pas compte que c'est la clé essentielle et que pour l'instant, on a des gens extrêmement compétents en France qui sont en train de partir et que c'est dommage. Merci pour ce message, Michel. Alban, est-ce que le gouvernement a des projets pour les mineurs? Vous me demandez de lire dans les pensées du... Il y a un peu, c'est vrai. Pouvoir que malheureusement je n'ai pas. Non, mais sur les mineurs, nous on s'était contenté dans le rapport de Jean-Pierre Landau d'un constat, c'est que sur le Bitcoin, c'est plus de la moitié des mineurs qui sont aujourd'hui en Chine. Et c'est une industrie. On l'oublie trop souvent, c'est une industrie qui est très capitalistique. C'est-à-dire que les mineurs appellent les mineurs. C'est une industrie où les rendements marginaux sont croissants, et plus vous concentrez, plus vous êtes efficace, plus vous avez des rendements qui sont importants. Mais donc on s'est contenté du constat en le déplorant, mais on n'a pas été au-delà. Ce qu'on a voulu dire en revanche, et le message politique qui est très important, c'est que la blockchain et les crypto-applications qui vont dessus, c'est une chaîne de valeur. On a tendance à oublier, on parle d'ICO, des gens qui émettent des tokens, on parle des mineurs, ceux qui vont faire vivre les nœuds et les protocoles de consensus, on parle des plateformes où vont s'échanger les crypto-monnaies ou actifs et les tokens, on parle des wallet providers, notamment les cold wallets, des fondations de gouvernance, des sociétés de conseil qui accompagnent aujourd'hui les acteurs qui sont très importants pour la structuration du secteur. Mais on oublie que tout ça forme une chaîne de valeur. Il y a un marché primaire où on émet la crypto-monnaie sur des blockchains. Il y a un marché secondaire où on va échanger ces différents actifs crypto sur les blockchains. Et puis il y a l'écosystème au sens large d'accompagnement. Et tout l'enjeu, c'est pas d'attirer ou les mineurs ou les ICO, mais d'avoir une vraie chaîne de valeur de bout en bout. Et c'est comme ça qu'on sera attractif.
Et c'est pour ça qu'on en revient à notre conversation de départ sur la clarté, la lisibilité, la sécurité juridique, des règles simples, claires, lisibles. Comment je paye mes impôts, comment je remplis ma comptabilité, ou je respecte les règles prudentielles. Et au-delà de ça, la nature économique et juridique de l'objet, on ne la connaît pas. Et vivons avec une certaine forme d'ambiguïté dans les temps à venir. Vous avez dit une chose très juste, on pense toujours avec du retard sur ces questions, c'est vrai. Et quand on a écrit le rapport, on se l'est dit, c'est pas grave, on est un peu, mais acceptons cette forme d'ambiguïté. Et l'enjeu en termes de politique publique, c'est d'avoir toute une chaîne de valeur. Et pour l'attirer, c'est de la fiscalité, c'est de la comptabilité, c'est des règles prudentielles. Malheureusement, la recette est à la fois simple et compliquée. La réponse était très claire en tout cas. Donc, ce positionnement se comprend très bien. Dans le rapport, j'ai une seule tristesse, c'est que j'ai ressenti une volonté de cloisonnement entre peut-être le secteur traditionnel des banques et l'écosystème crypto. Voilà, avec peut-être une volonté de cloisonner. Et je me demandais pourquoi, parce que à titre personnel, je trouve ça un peu dommage, triste. Mais il y a sans doute une raison profonde derrière. Donc, ouais, je vous ferai une double réponse sur la proposition qui te dire cantonnons les cryptoactifs à la sphère crypto, à la sphère virtuelle, pour pas qu'elles essaiment dans le secteur financier traditionnel. L'exemple qu'on reprenait, enfin qui a été repris pour être plus exact, c'était la veuve de Carpentras, elle ne doit pas avoir dans son fonds de pension du Bitcoin, de l'Ether, etc., compte tenu de la volatilité. Le constat la proposition qui fait dans le rapport, c'est attendons de voir lorsque le marché sera mature. Aujourd'hui, les principaux articles de presse qu'on voit sur les cryptoactifs, sur la blockchain, c'est volatile. Ça monte, ça descend et ça fait parler et écrire beaucoup. La question, c'est pas la volatilité. Vous avez des valeurs refuges qui sont très volatiles, mais en période de stress économique, elles sont des vraies valeurs refuges. Donc, ne nous attachons pas à la volatilité à l'instant T, mais à la valeur à terme. Sauf qu'on la connaît pas encore. Mais elle sera peut-être avérée, elle sera peut-être pas avérée. J'avoue ne pas avoir la science pour vous dire dans 20 ans quelle sera la valeur économique réelle des cryptoactifs. Mais dans cette attente, cantonnons les investisseurs institutionnels, autorisons uniquement les investisseurs institutionnels qui peuvent prendre des risques, donc les hedge funds et family office, à investir dans les cryptoactifs, parce qu'ils ont un effet de levier, une appétence pour le risque bien plus forte. Et à ce stade, mais c'est une position réversible, évitons une dissémination de ces actifs sur le titrisation, dérivés, etc., dans les portefeuilles des particuliers. Principe de cantonnement, de prudence, mais réversible. D'accord, c'est compréhensible. Ça serait l'objectif de protection du consommateur, quelque part. Voilà, il y a encore aujourd'hui sur l'intégrité des marchés, alors pas sur les blockchains, ce qui est dans le rapport, Bitcoin, c'est honnête, c'est sûr. La fraude, la lutte anti-blanchiment, elle se fait où? Elle se fait pas sur le Bitcoin, sur l'Ether, elle se fait sur les plateformes. Sur les scams, la fraude, elle se fait là. C'est à l'interface entre l'économie réelle et l'économie crypto. Aujourd'hui, le caractère immutable et sécure des blockchains n'est pas remis en cause. C'est ce qu'on dit dans le rapport. Non, bien sûr. Quand je me revois Jean-Pierre Lantot redire à Bruno Le Maire à la remise du rapport, Bitcoin est honnête. C'est une belle phrase. Mais c'est important de le dire. C'est tout l'interface entre la cryptosphère et l'économie réelle, où vont se produire les scams sur les plateformes, sur la protection du gardiennage, la conservation des cryptoactifs. C'est là où il va y avoir des phénomènes de fraude. C'est là où une régulation peut s'avérer nécessaire. Et donc c'est pour ça qu'il est intégré des marchés, parce qu'après il y a aussi l'émission d'un cryptoactif. On ne sait pas qui détient il y a des soupçons de manipulation de cours, parce que la concentration, la détention d'un cryptoactif est très concentrée entre les mains de personnes dont on ne connaît pas forcément, puisque une blockchain par définition, et c'est obéi à un principe de pseudonymat ou d'anonymat suivant où on se place, mais voilà, donc il y a des règles de transparence qui ne sont pas encore très claires, donc c'est un principe de prudence mais qui est réversible. Merci beaucoup pour cette réponse.
Ça en rejoint une autre justement, c'est qui rejoint le titre d'un article de Michel, c'est les gendarmes et les voleurs. Donc souvent Bitcoin est présenté comme la monnaie des criminels, mais finalement ne serait-elle pas la monnaie des gendarmes qui peuvent en fait, de par sa blockchain, donc à qui profite Bitcoin, aux criminels finalement ou aux gendarmes? Moi c'est ma question. Ouais, si tu veux. Juste avant de laisser la parole, sur ça, il y a un élément qui est dans le rapport. Europol a estimé la fraude et la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment à 3 à 6% sur le marché des cryptoactifs. C'est-à-dire que les échanges de crypto-monnaies et cryptoactifs, 3 à 6% seulement des échanges sont liés à de la fraude, anti-blanchiment ou terrorisme. C'est faible. C'est faible. Et le vrai problème de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme, c'est le cash. Si vous voulez résoudre ces problématiques-là, c'est le cash. Du point de vue de l'administration, mais je laisse mes collègues et amis. Merci beaucoup. Donc effectivement, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, que c'est le cash avant tout qui est effectivement le plus anonyme que Bitcoin. Alors effectivement, dans l'article que j'ai écrit sur bitcoin.fr, donc les gendarmes et les voleurs et Bitcoin, je montrais qu'il y avait une évolution de la cybercriminalité, qu'effectivement, au tout début, il y en a qui se sont intéressés à Bitcoin, mais ils ne connaissaient pas vraiment ce que c'était. Donc après, ils ont vu que c'était pseudonyme et que les policiers, finalement, utilisaient maintenant Bitcoin pour retracer les opérations. Et donc, je terminais mon article en disant que les gendarmes maintenant, et notamment Europol, puisque chaque année Europol organise des conférences sur les monnaies virtuelles, où ils se forment, et qu'effectivement Europol considère que Bitcoin c'est un très très bon outil, un très très bon allié pour retracer les opérations suspectes, et qu'en même temps, ce qui est aussi intéressant, c'est que Europol faisait la différence entre les opérations qui sont faites par les criminels, ils considèrent que c'était un usage abusif des crypto-monnaies, avec toutes les opérations qui sont parfaitement licites. Et pour montrer que Europol avait toute confiance en la blockchain, notamment la blockchain Bitcoin, et ça sera le sujet d'un prochain article que je vais faire sur bitcoin.fr, c'est qu'ils ont utilisé la blockchain Bitcoin pour eurodater un certain nombre de certificats. Donc pour montrer qu'ils avaient vraiment pleinement confiance en cette blockchain. Voilà. Merci Michel. Donc là, je pense qu'au niveau du timing, en fait, il sera sans doute intéressant de demander au public si vous avez des questions. Donc on a prévu en fait entre 20 minutes, 20 minutes maximum, mais de questions au public. Donc je vois il y a des bras levés. Donc Morgan, si tu peux. Profitons Bonjour. du panel. Moi j'avais plutôt une question pour Monsieur Dagrin. Vous expliquiez tout à l'heure comment la technologie Bitcoin peut être utilisée dans des processus d'entreprise, et vous donniez notamment comme exemple la transmission de données financières ou l'e-facturation. Et on voit que ces deux process finalement pour l'instant se heurtent à la législation qui ne suit pas en matière de blockchain. J'aurais aimé savoir si vous aviez des exemples réels où la blockchain est utilisée en processus d'entreprise, réels, j'entends, qui sont vraiment implémentés, que les entreprises utilisent en quotidien et qui ne sont pas juste à l'état de POC. Alors je ne dis pas que la législation est absente, parce qu'il n'y a pas de législation contre. On peut très bien utiliser et échanger des factures sur la blockchain sans problème. Simplement, le souhait, c'est de pouvoir la faire rentrer véritablement dans un cadre légal pour qu'il n'y ait pas de preuves à fournir a posteriori, que ce soit légal a priori. En fait, pour l'instant, les expérimentations que j'ai vues, surtout dans l'industrie, c'est surtout dans le domaine de la logistique, utiliser la blockchain pour suivre des process de logistique sans aller jusqu'au bout, qui serait la facturation et puis les enregistrements comptables, ce qui serait intéressant parce qu'en fait, du coup, les documents que l'on met sur la blockchain peuvent être acteurs de ce qu'ils sont.
Quand vous mettez une facture sur la blockchain, elle peut très bien devenir acteur de ce qu'elle est, c'est-à-dire rentrer dans un process et demander à ce qu'elle soit validée par les différents tiers dans un workflow d'entreprise, c'est-à-dire aussi déclarer la TVA qu'elle supporte, c'est-à-dire entraîner des règlements ou même sa cession à un facteur, ça peut être également son enregistrement comptable. Voilà, donc en fait, il y a des sujets qui pourraient permettre d'aller jusqu'au bout d'utilisation que l'on voit déjà dans les entreprises, notamment dans la logistique. Et puis, on voit aussi dans l'agroalimentaire des expérimentations qui sont allées assez loin sur tout ce qui est certification qualité de produits, donc assis sur une blockchain. Bonjour. En première lecture, la cohabitation du couple RGPD blockchain semble pas si simple. Entre la durabilité de ce qui est inscrit dans la blockchain et le droit de suppression des données à caractère personnel. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine difficulté dans ce domaine ? Alors, effectivement, la difficulté, c'est que le règlement européen qui date de 2016 et qui est rentré en application le 25 mai 2018, lorsqu'il a été fait, il a été conçu pour des systèmes centralisés, c'est-à-dire notamment tout ce qui est GAFA. Et la blockchain, c'est un système complètement décentralisé et qui, en plus, une de ses qualités, et c'est ce qu'on recherche aussi, c'est que on ne peut pas revenir en arrière sur une inscription. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la CNIL vient de sortir une étude, justement, parce qu'elle a été très sollicitée. C'est la CNIL en France qui a la charge de veiller notamment à la bonne application de ce règlement. Elle a sorti une étude, justement, par rapport au RGPD et à la blockchain. Alors déjà, il y avait plusieurs questions qui se posaient. C'était, dans le règlement, on doit définir qui est le responsable du traitement. Donc sur une blockchain, on peut se poser la question, c'est qui ? Est-ce que ce sont les mineurs ? Est-ce que ce sont les personnes qui font les transactions ? Là, la CNIL dit que ce ne sont pas les mineurs, sauf s'ils concluent un accord, par exemple, avec un consortium et qu'ils agissent précisément. Mais sinon, ce ne sont pas les mineurs, ce sont les personnes qui mettent les transactions sur la blockchain. Ce sont elles qui sont considérées comme responsables du traitement. Ensuite, la CNIL, elle a indiqué par rapport au fait qu'effectivement, il y a la notion de droit à l'oubli, et un certain nombre de notions, qu'à l'heure actuelle, il y a des dispositions qui sont proposées par l'écosystème blockchain qui ne répondent pas complètement aux demandes du règlement, mais qui s'en approchent. Donc, elle semblerait sous-entendre qu'elle pourrait les accepter, qui, par exemple, permettrait pour exercer le droit à l'oubli, d'avoir un processus pour détruire, par exemple, une des clés, ce qui fait qu'on ne pourrait plus avoir un accès aux données, par exemple, qui serait mis sur la blockchain. Donc, il y a un certain nombre de points, effectivement, sur laquelle, quelque part, la CNIL reconnaît qu'effectivement, ça ne matche pas complètement. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est pour avoir parlé dans le cadre, justement, des travaux de la normalisation avec des personnes de la Commission européenne, l'idée, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut appliquer le règlement pour tous les cas de figure, mais que néanmoins la blockchain est très intéressante pour la Commission parce que de par sa pseudonymisation, elle est un élément utile aussi pour le règlement. Donc c'est vrai qu'il y a une incompatibilité pour certains points. Il y a d'autres points, notamment la CNIL considère que tout ce qui est portabilité des données, a priori, ça semblerait correct. En réalité, la portabilité, comme disait Adli, c'est pas si simple que ça parce que les blockchains en ce moment ne parlent pas forcément entre elles. Au niveau de l'ISO, il y a des travaux sur l'interopérabilité et on voit que ça avance, mais c'est pas si simple que ça. Donc c'est un sujet, effectivement, c'est un vrai sujet, mais à la lecture du rapport de la CNIL, je dirais que c'est plutôt positif, voilà, plus positif que ce que je n'aurais pensé. Et donc la CNIL est en train de réfléchir, mais qu'elle dit que forcément il y a des positions qui devront être prises au niveau européen. Voilà.
Merci Michel. D'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour ce témoignage. J'aimerais adresser le sujet de l'écologie, parce que je comprends l'intérêt technique, parce que j'aime bien la technique. Je comprends aussi l'intérêt business. C'est en lien avec mon boulot. Mais je vois aussi l'impact que ça a. Il y a des rapports qui font état aujourd'hui de consommation électrique qui sont comparables à celles de certains pays comme l'Irlande. Des projections qui font état de consommation électrique comparable à celle des États-Unis ou plusieurs fois celle des États-Unis. Et c'est lié directement en fait à la façon dont on conçoit la blockchain. Donc il y a des principes même liés à la blockchain qui sont la taille du livre, la complexité des opérations, la multiplication des copies de ces blocs. Et donc je voulais savoir dans vos réflexions, est-ce que vous avez aussi cette analyse d'impact et comment vous adressez l'utilisation de la blockchain en regard, je peux dire, du bien commun en fait? Donc c'est une très bonne question, évidemment, le sujet écologique, énergétique, comment est employée la blockchain. Donc c'est un sujet qui est largement débattu. Je vais donner la parole à Adli. On a traité ce sujet en fait dans le livre à paraître qu'on coécrit ensemble. Il y a tout un chapitre justement sur la consommation énergétique, en particulier de Bitcoin, parce que c'est Bitcoin qui fait toutes les grandes lignes. Et donc c'est Adli qui a coécrit ce chapitre, donc la parole lui revient. Non, oui, l'écologie, c'est une question qui revient souvent. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que le rapport que vous citez, qui est celui normalement de Digiconomics, qui parle de l'Irlande, et qui met à jour d'ailleurs son tableau de consommation, c'est assez rigolo, de temps en temps, c'est un autre pays finalement. Mais donc ce rapport-là, déjà, a une échelle quasiment de mémoire qui est de 1 à 50 ou quelque chose comme ça. Donc la précision, enfin, ce que retiennent les journalistes, c'est l'échelle haute et pas l'échelle basse, ça c'est une certitude. Et après, il y a aussi un autre point, c'est de regarder. Déjà, on a du mal à se représenter toute cette consommation parce qu'on est des simples humains et que on nous dit ça consomme comme l'Irlande, mais comment ça consomme l'Irlande? Est-ce que c'est les industries de l'Irlande? Est-ce que c'est les foyers en Irlande? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire la consommation de l'Irlande? Déjà, c'est une question. Et après, il y a d'autres moyens, c'est de faire, de se rendre compte ou pas de la consommation de Bitcoin, c'est se dire quel service il rend. Alors, le premier temps, c'est de se dire quel service il rend. Alors, Bitcoin, c'est en même temps une réserve de valeur, c'est en même temps un registre, c'est en même temps un processeur de paiement, c'est en même temps un réseau de consensus sur lequel on peut inscrire des documents avec une preuve qui restera dans le temps et qui ne coûte rien à la conservation de cette preuve, si ce n'est le réseau lui-même. Mais une fois que vous avez inscrit quelque chose, vous n'avez pas besoin de repayer. Donc, on a quelque chose d'assez passif. Après, on a toutes les applications, entre guillemets, secondaires dont on parle des blockchains. Donc on a quand même de nombreux services qui sont rendus ou qui seront rendus. Là encore une fois, il faut penser le futur. C'est-à-dire que oui, peut-être que là la consommation est disproportionnée par rapport à l'usage, mais elle sera pas comment dire, corrélée à l'utilisation. C'est-à-dire qu'avec cette consommation actuelle, on pourrait avoir 10 ou 100 millions de fois plus de personnes. Le problème, il est plus structurel en termes d'architecture du code et de réseau que du côté de la consommation. Donc déjà, il faut savoir qu'elle montrera si les incentives sont suffisantes pour que les mineurs continuent de se lancer dans le business, mais elle est pas théorique. Elle devrait pas monter inexorablement, comme on peut le voir aussi dans des études, parce que le cours, lui, devrait se stabiliser un jour. Et il y a un moment où c'est plus rentable. Enfin, il y a des logiques de rentabilité derrière. Donc il y a aussi cette histoire de service rendu. Et là, si on regarde du côté des banques, je crois que la tour la plus écologique de New York de la Bank of America, qui a 7000 employés ou quelque chose comme ça, consomme quasi autant que Bitcoin. Juste une tour bancaire. Donc le truc, c'est que, et c'est la plus écologique, je crois, c'est une des tours les plus écologiques dans le monde. Donc la question, c'est de se dire combien consomme l'impression des pièces en Angleterre. C'est catastrophique également. Combien consomme l'extraction d'or?
quel est le service rendu à côté. Donc c'est toujours cette logique de service rendu. Parce que en revanche, pour la première fois, on est en train de construire un monument finalement dans le cyberespace avec la preuve de travail, c'est-à-dire que là c'est Laurent Sala qui parle souvent de ça, mais et Jacques qui compare un peu Bitcoin et sa blockchain aux pyramides égyptiennes, c'est-à-dire, et Andras Antonopoulos également, c'est des véritables pyramides égyptiennes dans le cyberespace. Donc en fait on est en train de construire quelque chose de solide et de tangible numériquement. C'est là où c'est un peu paradoxal et on a l'impression de raconter n'importe quoi, mais sans cette énergie-là, on peut pas finalement le construire, et on peut pas construire un consensus fiable. On a des alternatives qui arrivent, il y a plein de gens qui réfléchissent à cette problématique, mais pour l'instant c'est le plus fiable qu'on ait. Et par rapport au service rendu, quand on compare à d'autres endroits, d'autres secteurs de consommation, finalement la consommation est pas si élevée que ça. Et il y a un deuxième point, et là je vais aller plus vite, c'est que le minage permet d'entre guillemets faire des progrès en optimisation, c'est-à-dire que le matériel des mineurs ne cesse de consommer moins parce que eux ont des impératifs financiers, donc leur seul but c'est d'être le plus rentable possible, donc de consommer le moins possible en produisant le plus possible. Donc on fait des progrès là-dedans. Il y a une deuxième chose, c'est la réutilisation qui leur permet de la chaleur par exemple, qui va leur permettre de générer encore plus de revenus. Donc encore une fois dans une logique qu'on peut trouver peut-être peu vertueuse parce qu'elle est orientée vers l'argent, mais en tout cas elle fonctionne. Et après, bon, il y a tout ce qu'on peut entre guillemets ne pas imaginer maintenant et qui pourra résoudre ce problème. Bien sûr que tout le monde en est conscient dans l'écosystème de ce problème. Il y a aucun, et même les mineurs eux-mêmes en sont conscients. Ils essaient de se rattacher à des barrages abandonnés électriques. Ils essaient de se rattacher à énormément d'endroits où il y a des surplus d'énergie ou autres, parce que eux, leur seul intérêt, il est financier. Donc si il s'avère qu'ils ont de l'énergie pas chère, ils vont là où il y a de l'énergie pas chère, et l'énergie pas chère actuellement elle est là où il y a des surplus, parce que ça sert à rien, donc on ne sait pas bien conserver l'énergie, donc c'est toujours bon de se brancher là où il y a des surplus pour le revendeur d'énergie, et ils vont là où hélas il y a aussi des mineurs au charbon en Chine, hélas c'est le cas, mais il y a vraiment une logique d'aller vers la rentabilité. Donc si le vert devient plus rentable, les mineurs seront verts. Et beaucoup d'études tendent quand même à dire que la rentabilité sur le long terme a l'air d'aller plutôt vers les énergies entre guillemets vertes ou renouvelables que vers les hydrocarbures qui eux sont limités. Sauf si on fait des énormes progrès dans l'exploration spatiale. Mais en tout cas, il y a toutes ces questions-là, et le problème c'est que cette question est souvent réduite à ça consomme comme l'Irlande, et regardez ces 2000 personnes, enfin ces 2000 transactions toutes les 10 minutes, donc c'est rien comparé à Visa qui en fait 35 000 à la seconde. Oui, il y a ces problèmes-là, mais en tout cas on est quand même face à une innovation qui a besoin de cette consommation d'énergie et qui n'est pas corrélée à l'usage. C'est-à-dire que Bitcoin est déjà très très rentable par rapport à l'usage qu'il a, et c'est ce qui fait que ça consomme autant. Enfin, j'espère avoir été à peu près complet sur la réponse à cette question. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Il y a quelque chose qui est flou pour moi entre les protocoles et le Bitcoin en tant que monnaie. Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé du protocole Bitcoin. Donc, je me disais, il peut servir pour faire d'autres projets, et là vous parlez vraiment du Bitcoin en tant que monnaie. Donc j'imagine mal le Bitcoin servir à fiabiliser des transactions interentreprises. Donc là, pour moi, là, il y a quelque chose de pas clair. Merci pour la question, elle est très pertinente. Je vais me permettre d'y répondre directement. C'est que pour parler correctement, en fait, Bitcoin, c'est plusieurs choses, et à l'origine, c'est un protocole. Et donc, ce protocole permet d'échanger des unités de compte qui ont été qualifiées de Bitcoin. Elles auraient pu être qualifiées d'autre chose. Donc, le nom de l'unité de compte a le même nom que le protocole. Et ensuite, c'est cette unité de compte qui rémunère les participants au réseau, que sont les mineurs. Et c'est parce que cette unité de compte a de la valeur que l'ensemble, en fait, est toujours protégé dans le sens où les acteurs qui cherchent à gagner cette unité de compte, distribuée telle que définie dans le protocole, en fait, vont sécuriser l'ensemble, le réseau. Bon, il y a un protocole qui maintient un réseau sur lequel circule une unité de compte, le Bitcoin.
Et on peut se servir évidemment des bitcoins à d'autres fins, c'est-à-dire comme d'un marqueur en fait radioactif, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va utiliser des millibitcoins, des satoshi, pour marquer un document ou faire quelque chose d'autre. En fait, l'intérêt de ce protocole, c'est qu'il permet de faire tourner un réseau sur lequel des intervenants s'échangent une comptabilité commune de leurs échanges. Donc c'est la fameuse blockchain. Et cette blockchain comptabilise tous les échanges de bitcoin qu'il y a eu. En général, ce sont des échanges de valeurs, mais ça peut servir de marqueur, un bitcoin. J'espère que je réponds à la question. Il reste le temps pour une ou deux questions supplémentaires. Oh, je vois qu'il y a de la demande. Oui, bonjour. Je reviens sur les échanges qu'on a eus tout à l'heure concernant la consommation et le système bancaire. La comparaison a été assez intéressante. Et je voulais savoir aujourd'hui, dans l'économie réelle, c'est vrai qu'il est très difficile hors trading d'échanger des bitcoins avec l'économie réelle, et que je voulais savoir un petit peu comment voyez-vous le futur dans l'économie réelle pour le bitcoin, ou pour en tout cas les crypto-monnaies. Merci pour la question, qui est encore une fois très pertinente. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer Pour moi, la progression, elle va se faire progressivement, entre guillemets. Mais on va d'abord avoir une période d'interconnexion entre les deux mondes, où on va juste créer des ponts entre ces deux mondes. Il y a plein d'entreprises, une de celles dans lesquelles je suis, essaie de faire cette interconnexion financière-là. Et donc pour l'instant, quand on veut sortir, finalement, soit on sort définitivement, on fait une plus-value et puis on revient dans le système, soit on reste dans le système mais on a assez peu de choses à faire finalement, même si beaucoup de boutiques acceptent Bitcoin, etc. On a assez peu de choses à faire à l'intérieur de ce système-là. Parce qu'il n'y a pas tant de boutiques que ça qui acceptent, il n'y a pas tant d'applications qui existent, il n'y a pas tant de pardon, excusez-moi, il n'y a pas tant de choses à faire que ça, et ça c'est vrai. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que il va y avoir de plus en plus d'interconnexions avec soit des entreprises qui vont permettre, par exemple, comme le faisait Xapo avant, Xapo c'était une entreprise qui permettait d'avoir une carte bancaire, où en fait vous stockez des bitcoins chez eux et eux vous avancent des euros quand vous êtes devant un commerçant et vous enlèvent les bitcoins correspondant à vos euros. Donc ça permet, c'est un peu des paliers de progression vers l'usage de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a plus besoin de convertir un gros paquet de Bitcoin pour vivre. Et ça, il y a déjà eu des entreprises qui le faisaient. Il y a eu des petits problèmes avec Mastercard parce que la compagnie qui émettait les cartes à Gibraltar était assez peu scrupuleuse, donc et elle irriguait tout le secteur des cryptos. Donc finalement, il y a assez peu de cartes maintenant disponibles de ce type. Mais voilà, ça va passer par des interconnexions, comme je disais aussi avec les titres financiers. C'est-à-dire que si on commence à manipuler finalement des tokens pour utiliser des actions, on va prendre l'habitude d'avoir des tokens. Peut-être qu'on aura des portefeuilles unifiés. On aura en même temps des tokens, en même temps des bitcoins ou autres. Et puis peut-être qu'on verra apparaître des tokens étatiques. On peut très bien penser à un e-euro. Même si la BCE dit ah non, on n'y pense pas du tout, on peut quand même se dire qu'il y a des chances qu'on voit apparaître finalement des monnaies nationales dans ce paradigme. Et c'est là que se créera sûrement une grande interconnexion supplémentaire, parce qu'on pourra sortir dans une monnaie nationale sans pour autant sortir du paradigme. Et c'est ça finalement la force des choses. Et après, il y a encore une autre étape, si, entre guillemets, le projet politique qui est Bitcoin va jusqu'au bout, c'est qu'on se sert directement de tous ces protocoles-là et de leurs jetons pour notre vie de tous les jours. Mais ça, on peut hélas pas trop le prédire, comme on ne pouvait pas prédire ce que serait Internet, ou très difficilement, il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, la progression, voilà, elle va être doucement. Vous estimez une durée ? Une durée sur l'adoption, en gros, là, on est à peu près entre 30 et 50 millions d'utilisateurs, et encore, je doute que ce soit des utilisateurs actifs quotidiennement. Il y en a peut-être 50% qui sont juste des spéculateurs, qui se sont dit, il y a une affaire à faire, je vais tenter le coup. Donc on est, disons, 30-50 millions. Si on enlève ces 50%, on est en dessous d'1% de la population mondiale, sachant qu'on est dans le cyberespace, donc c'est la population connectée. Donc la population connectée, je crois que c'est 3 à 4 milliards d'humains d'ici quelques années. Donc on est
à peu près sur le pourcentage 1% de la population connectée qui actuellement a connaissance ou a un peu touché ce monde-là. La progression, elle est généralement exponentielle dans ce genre d'adoption, et dans Bitcoin c'est encore plus fort parce que l'effet de réseau se manifeste sur le prix. Donc la loi qui fait que finalement votre réseau, la valeur de votre réseau croît au carré des utilisateurs, même si elle était corrigée cette loi, en tout cas que la valeur du réseau croît avec son nombre d'utilisateurs de manière exponentielle. Donc en gros, ça va s'accélérer sûrement. Donc là, on est à 1%. Il va peut-être y avoir d'autres remontées comme ça où on va avoir plein de gens qui vont revenir et peu qui vont rester, comme ça s'est passé à chaque fois dans ces dernières années. Et donc peut-être que dans 5 ans déjà, on aura peut-être une adoption à 10% de la population mondiale, et après il nous restera plus que 5 ans pour que ce soit 30%, parce que ça s'accélère. Mais c'est très dur de donner des dates. Pour moi, je pense que 5 ans, c'est pas mal, dans le sens où s'il y a plusieurs encore cycles, un peu de bulles, on pourrait arriver à une espèce de palier financier avec un Bitcoin, je sais pas, à 300 000 ou quelque chose comme ça, qui aurait beaucoup moins d'inertie et qui ferait que les gens pourraient l'utiliser bien plus facilement, avec en plus les infrastructures et les cadres réglementaires déjà établis. On pourrait avoir du développement assez rapide, et s'il y a une monnaie étatique par-dessus qui arrive dans ce paradigme-là, je pense que ça peut aller encore plus vite. Allez, une dernière, parce qu'on peut déborder vu qu'il y a pas de... La dernière question, ensuite les questions iront se poser aux alentours, il y a une pause pour ça, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Oui, bonjour, une petite question pour Adlil. Sur la blockchain Bitcoin, qu'est-ce que tu penses de la concentration des mineurs en Chine en particulier, que penses-tu du caractère décentralisé de la blockchain de ce fait? Donc Adli, la réponse, la question t'est adressée, mais il faut être bref. Alors en étant bref, c'est un problème général un peu à tous ces protocoles-là, c'est de trouver un équilibre entre la concentration, la scalabilité et la sûreté. Donc on a ces trois points. Dans Bitcoin, en fait, les trois sont assez bien assurés, dans le sens où il y a une concentration soit qui existe en termes factuels, c'est-à-dire qu'il y a X% des mineurs, et c'est plutôt une fourchette très haute, qui sont en Chine. Il y a des grandes poules de minage qui sont, on va dire, moins d'une dizaine qui en gros gèrent le consensus de Bitcoin. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que où la décentralisation existe vraiment? Est-ce que la décentralisation, c'est celle qui est dans le code de manière statistique, c'est ceux qui vraiment vont valider les blocs, ou est-ce que finalement ceux qui valident les blocs sont dans l'obligation d'écouter la majorité? Alors après, on peut dire dictateur du peuple, mais en tout cas dans Bitcoin c'est le cas. Ça veut dire qu'on a un écosystème avec des plateformes d'échange, des utilisateurs, des développeurs, des mineurs, et finalement tout ce petit monde doit se mettre d'accord, parce que sinon le fonds de commerce des mineurs est ruiné. Parce que si les mineurs ont des décisions égoïstes, elles vont nuire à tout l'écosystème et à la confiance qu'a l'écosystème en protocole, et donc à la confiance que les gens vont avoir dans Bitcoin, et donc ils vont gagner d'autant moins d'argent, et ils n'ont aucun intérêt à le faire. Donc en fait, là où Bitcoin est assez malin sur cette concentration qui peut arriver physiquement parlant, mais qui n'arrive pas forcément sociologiquement parlant. Et c'est ça la force, c'est que quand la technique ne suffit plus dans Bitcoin, c'est la théorie des jeux qui prend le dessus. Et donc c'est les rapports entre humains qui vont être les garants finalement, les rapports d'incentive également qui vont être les garants du réseau. Merci beaucoup Adli pour cette réponse extensive. Donc, j'espère que ça répondait à la question. Donc on va bientôt clore cette table ronde. Ce sera l'occasion de faire une pause. Une autre table ronde est programmée à 16h45. Donc c'est l'occasion de remercier les intervenants. Merci beaucoup pour... Merci pour l'invitation Benoît. Je pense au nom de tous, on est tous ravis d'avoir été invités ici. Et merci à vous d'être venus assister. Merci aussi à la Mêlée pour nous avoir prêté ces magnifiques locaux. Et donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions durant la pause. Nous sommes facilement accessibles.